Je suis la directrice du GRAD, le groupement régional d'appui au développement de la santé, et je suis ravie de co-animer cette première session de la matinée avec le docteur Pablo du Châtelard qui se présentera juste après. On va parler numérique en santé ce matin pour cette première session. On parle aussi souvent d'informatique, l'informatique que vous utilisez, avec laquelle vous rencontrez parfois des difficultés. On en parlait hier soir sur des systèmes qu'on aimerait être plus performants, plus complets. Mais ça reste un levier majeur finalement pour la coordination, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Les services numériques, ils permettent finalement d'outiller la coordination inter- et pluriprofessionnelle, à la fois côté professionnel pour se coordonner, pour partager de l'information, et à la fois pour partager de l'information autour de la situation de l'usager, pour organiser son parcours de santé sur le territoire sans rupture, et également pour le patient, également pour accéder à des informations ou pour pouvoir être réellement acteur de sa santé au travers de certaines applications, et on va le voir ce matin lors des tables rondes. Aujourd'hui, il y a des gros travaux qui sont faits également au niveau national pour finalement rendre ces systèmes plus performants et encore plus adaptés aux besoins des professionnels. Donc il y a eu Ma Santé 2022, où là, finalement, l'État a posé des obligations aux éditeurs. Et puis il y a le volet numérique du Ségur aujourd'hui, le volet numérique du Ségur de la santé, qui va permettre d'aller encore plus loin en demandant aux éditeurs finalement de se mettre en conformité avec des obligations qui vont permettre de pouvoir mieux identifier le patient et puis mieux partager de l'information entre professionnels de santé. Aujourd'hui, on a des outils, on va le voir ce matin, qui sont finalement sécurisés, qui sont interopérables, et on fera le zoom ce matin justement sur le dossier communicant de cancérologie, et qui sont simples à utiliser pour que vous puissiez les utiliser dans votre quotidien. On va pouvoir le voir ensemble ce matin pour finalement pouvoir discuter ensemble sur les apports concrets du numérique en santé pour la coordination des professionnels. Alors, bonjour à tous à mon tour. Je suis le Dr Pablo du Châtelard, Pierre-Marie, ex-radiothérapeute à la LCO d'Angers, et depuis la retraite, bénévole à la Ligue contre le cancer. Je suis honoré, moi aussi, de modérer cette session avec Anne-Alexandra Babu, qui est donc directrice du GRAD Pays de Loire. Pour ma part, en dehors de l'imagerie, j'ai quitté la cancérologie juste avant l'extension du numérique en santé, et ce manque d'expérience me place comme grand témoin néophyte. Donc je porte la parole un petit peu des patients qui sont à distance du numérique, voire qui sont un peu exclus par ces nouvelles techniques. Donc je me placerai du point de vue de ces patients pour poser des questions très basiques. Voilà. Je remercie Madame Fabienne Empereur de m'avoir confié ce rôle pas ingrat, honorifique. Alors, juste deux mots concernant la session. Le numérique en santé au service de la coordination, elle va se dérouler en deux demi-sessions, et chaque demi-session comprendra 3 interventions. Chacune de ces sous-sessions aura une discussion avec la salle, mais au terme de la sous-session, c'est-à-dire pas après chaque intervention, qui se passeront donc à la suite. Voilà. En tant que modérateur, nous serons particulièrement vigilants. On a des consignes précises pour l'horloge. Voilà. Bon, très bien. Alors, on va commencer, sans plus férir, des outils au service des professionnels. Parce que donc la première session, c'est des outils pour les professionnels. La deuxième session sera des outils pour le patient. Le premier thème, première intervention, sur le DCC, un outil majeur de coordination. Alors, que représente cet acronyme, DCC Oncopel? Qu'est-ce qu'il contient? Qui constitue ce dossier? Dans quel but? Qui l'adresse? Qui le reçoit? Et est-ce que c'est une affaire simplement de spécialistes, par exemple oncologues et chirurgiens? Est-ce que d'autres personnes le consultent, notamment le médecin traitant? Est-ce qu'il y a des secrétaires, des infirmières? Bref, y a-t-il un lien aussi avec mon espace patient santé, mon espace santé du patient? Voilà.
Donc j'appelle Fabienne Empereur, qui est notre grande maîtresse et celle qui nous accueille, et Catherine Legisa. Avant que l'attaque, je voudrais surtout remercier le GRAD, parce que si le DCC en est là, c'est en grande partie parce que vous nous avez bien accompagnés, et vous continuerez à le faire. Et on l'a remarqué principalement quand on a eu la visite de la délégation ministérielle. Un certain nombre étaient intéressés par la partie médecine. Il y en avait deux qui n'étaient absolument pas intéressés par la partie médecine. Et quand ils ont commencé avec, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était là pour représenter le GRAD. Benoît. Là, on était largués, mais manifestement, ils se sont compris et ils ont dit que c'était un bon travail. Donc je tenais quand même, en public, à vous remercier de votre activité. Très bien, alors on va démarrer donc cette première intervention de la première sous-session, de la première session, de la deuxième matinée des 20 ans d'OncoPL. Et donc on va intervenir à deux voix avec Catherine Legisa et j'ai mis sur la diapositive aussi Johanna Silve, qui est la chef de projet sur le DCC à OncoPL et qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais qui est la cheville ouvrière avec une partie de l'équipe sur cette outil. On va essayer de répondre aux questions de Pierre-Marie sur le DCC. Donc moi je vais m'occuper de la partie un peu histoire du DCC et organisation du DCC. Et Catherine aura son rôle de témoin aussi en tant qu'utilisateur au quotidien du DCC. Alors d'abord pour vous dire que le DCC à OncoPL, c'est une histoire ancienne avec des rebondissements, une volonté ancienne de la région d'utiliser un DCC. On est dans les régions les premières à s'être dotées d'un dossier communicant de cancérologie, avec une première version en 2004, et un DCC qui a été utilisé dans la région, pas partout, pas par tout le monde, pas toujours bien utilisé. Il était très sécurisé, très fiable, mais parfois complexe et peu ergonomique, et surtout, finalement, peu d'évolution à la suite. À la fin de la période de ce premier DCC, il a eu l'intérêt d'avoir montré ce que c'était qu'un DCC, mais parfois un peu considéré comme une boîte noire, et pour certains, uniquement un réceptacle des fiches RCP pour le réseau. Quand on avait fait un premier bilan, c'était « Ah oui, on remplit vos fiches, on remplit OncoPL ». Donc à l'époque, c'était vraiment, pour une grande partie des professionnels, le DCC c'était juste une obligation. En 2014, on a fait un changement d'outil qui nous était un petit peu imposé, puisqu'en plus le premier outil n'aurait pas été DMP compatible, comme on disait à l'époque. Donc il fallait changer d'outil et on a décidé de travailler sur un projet. Donc hier, je vous ai montré notre façon de travailler en groupe projet, en réunissant des acteurs de la région, en faisant un parangonnage, je ne sais plus qui a utilisé ce terme hier, mais c'est plus joli que le benchmark, après 4 régions, dont la région Onco-Occitanie, qui s'appelait à l'époque Oncomip, et qui est représentée ici, n'est-ce pas ? Et nous avons pu donc comparer différents outils. Et surtout, on a vraiment fait un lien assez fort avec l'ARS et le GRAD pour pouvoir vraiment se comprendre, puisque comme disait Philippe, il y a des termes pour nous qui ne sont pas toujours très simples sur la partie technique. Et l'idée, c'était de vraiment rendre un service aux professionnels de la cancérologie en premier, pour qu'ils puissent faire circuler l'information, pour bien traiter les patients, comme on l'a vu hier dans le cas des RCP. Donc le DCC, il ne faut pas non plus se leurrer, hein, c'est quand même toujours une obligation pour les professionnels, mais pour la plupart maintenant, ils reconnaissent une facilitation de la prise en charge et de la coordination, comme l'a dit hier Jérôme Legault. Il l'a bien dit, au début j'étais contre et maintenant je ne reviendrai pas en arrière. Alors qu'est-ce que c'est que ce DCC? C'est un dossier informatisé partagé qui permet la circulation des éléments nécessaires à la prise en charge du patient atteint de cancer. Il a une dimension régionale, il est porté par OncoPL en termes de maître d'œuvre. C'est un point majeur du plan cancer, il a d'ailleurs été vraiment fléché dans les différents plans cancer et en plus, depuis le renouvellement des autorisations depuis l'année dernière, il est inscrit dans le décret ministériel en disant toutes les fiches RCP doivent être inscrites dans le DCC porté par le réseau régional. Et puis nous, on le fait évoluer pour être à la fois le réceptacle des fiches RCP, mais aussi la clé de voûte du parcours de soins en intégrant le PPS. Pour nous, il a fallu à la fois disposer d'un nouvel outil, mais aussi profiter de ce changement d'outil pour changer les pratiques et les améliorer si possible. Avec quelques messages clés, un accompagnement fort des professionnels sur le terrain, des outils type guide utilisateur, tuto vidéo, et surtout un relais avec les 3C qui nous ont vraiment aidés sur le terrain, parce qu'on ne peut pas être partout. C'était les 3C qui nous aidaient dans les établissements.
Les messages clés, c'était cela. Le DCC est destiné à améliorer la qualité de la prise en charge et notamment en facilitant les RCP. Il est le vecteur d'éléments utiles à la prise en charge et notamment le programme personnalisé de soins. Il ne reprend pas intégralement les éléments du TPI. Ce n'est pas fait pour faire un copier-coller du dossier du patient à l'hôpital. Ce n'est pas un dossier de recherche, ce n'est pas fait pour faire de l'épidémiologie. C'est fait vraiment pour être un outil pratique. Il est simple, évolutif et adaptable. Nous avons démarré en 2015 avec l'outil, nous l'avons acheté tel quel avec un outil générique. Et nous l'avons proposé aux médecins de toute la région tel quel en disant prenez-le tel quel pendant 1 an. Et si dans 1 an, vous avez besoin de spécificité par organe, alors on travaillera avec vous les fiches. Et c'est ce qui a fonctionné puisque au bout d'1 an, la plupart des utilisateurs nous ont dit bah, finalement la fiche générique ça nous va très bien. Et puis certains nous ont dit ça nous va très bien mais on voudrait quelques items en plus. Si on avait fait dans l'autre sens, on aurait fait des fiches énormes qui n'auraient jamais été utilisées. Actuellement, nous avons 19 fiches spécifiques pour ça. Et quand elles sont spécifiques, c'est vraiment quelques items en plus de la fiche générique. Donc un changement de pratique avec un DCC qui est outil de l'organisation des RCP, qui permet une implication des médecins pour créer les fiches en amont. On a vraiment fait un travail à l'époque avec notamment Solène Pelé, que vous avez vu dans le petit film hier, pour vraiment accompagner les médecins, pour leur dire que pour nous, la fiche RCP, c'est du travail de synthèse médicale. Donc c'est vraiment aux médecins, après ils s'organisent comme ils veulent, mais c'est sous leur responsabilité. L'utilisation du DCC en direct pendant la RCP pour mieux organiser la RCP. Des fiches RCP verrouillées dès la fin de la RCP et des récupérations automatiques des données des fiches RCP dans le PPS. En résultat, un gain de temps et de qualité pour la réunion de concertation pluridisciplinaire, des fiches RCP qui sont disponibles en moins de 48 heures, quand on fait les médianes de verrouillage de fiches, c'est vraiment 24-48 heures. Donc ça veut dire une fois qu'elle est verrouillée, la fiche elle est disponible dans le DCC pour les médecins et pour être envoyée par messagerie sécurisée aux médecins traitants ou aux professionnels. On a parlé du pharmacien hier, si on a la messagerie sécurisée du pharmacien, ça peut partir vers le pharmacien aussi. Les données sont sécurisées et tracées, sont verrouillées et non modifiables. Et celles qui sont structurées peuvent être exploitées de façon statistique, ce qui nous permet de faire des rapports chaque année au RCP. Actuellement, 85 RCP parmi les 88 de la région sont couvertes. Normalement, le 31 décembre, on sera à 88. Et 91% des fiches RCP de la région sont dans le DCC. Enfin, et on en parlera tout à l'heure, notre DCC est interfacé avec la plupart des dossiers patients informatisés des gros établissements de la région. Donc voilà pour cette partie technique. Je vais laisser maintenant la parole à Catherine et je reviendrai faire une petite Bonjour, donc moi j'ai 2 casquettes en fait en ce qui concerne le DCC. Je suis à la fois utilisatrice et puis je suis aussi responsable RCP. En tant qu'utilisatrice, le DCC il me sert à plusieurs moments en fait de mon fonctionnement en tant que médecin. Soit je suis amenée à inscrire des dossiers de mes patients dans le DCC pour qu'ils puissent être discutés lors de RCP. Donc il me sert de support en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une feuille de papier et de faire un résumé sur un bout de papier que je vais amener à la RCP, j'ai un outil informatique que j'ouvre qui correspond maintenant, Fabienne en a parlé, au type de localisation pour lequel j'inscris mes patients, donc avec des questions minimales qui font que ça a quelque chose de structuré, ça m'oblige à synthétiser les choses et puis à inscrire quelque chose qui corresponde vraiment aux données essentielles et suffisantes pour pouvoir discuter du patient lors de la réunion. Et puis j'ai un certain nombre d'outils dedans qui me font des petits rappels de oncogériatrie, éventuellement de oncofertilité, toutes ces choses-là qui font qu'en fait, outre ce que j'apporte dans le DCC, il m'apporte aussi un peu avec des petits rappels, est-ce que tu as pensé à ça, à ça, à ça, des choses qu'on a travaillé ensemble au fur et à mesure du temps pour qu'il soit, disons, l'interface la meilleure par rapport à mes besoins. Et puis l'autre façon dont je l'utilise, eh bien, lorsque j'ai mon patient devant moi en consultation d'annonce, eh bien c'est un support en fait. Je peux me connecter en quelques secondes, j'ai la fiche RCP du patient, le compte rendu, voilà, et ça me sert de support. J'explique au patient, ben voilà, on a discuté de votre dossier en RCP, on a parlé de ces éléments-là, on a acté tel type de traitement, je vais vous expliquer ce traitement et je remets en général d'ailleurs la fiche RCP à mon patient. Donc voilà, en tant qu'utilisateur, c'est la façon dont je l'utilise. Donc c'est perfectible, il y a encore beaucoup de travail à faire. On a quand même pas mal avancé, il est quand même de plus en plus proche du terrain. Et c'est un outil qui est maintenant, je rejoins Jérôme, complètement indispensable dans mon quotidien. Et puis, j'utilise aussi le DCC en tant que responsable RCP, puisque je suis responsable RCP.
Alors je savais pas trop un peu comment vous présenter les choses, et puis finalement je me suis rappelé d'un petit souvenir que j'ai eu quand je suis arrivée à Saint-Nazaire, ma première réunion en tant que responsable RCP, jeune oncologue, un peu stressée, en me disant bon, comment on va faire, avec ma grosse pile de fiches blanches, mon crayon, en me disant ça y est, je suis prête, on va me donner les éléments, il va falloir que je prenne bien les notes pour pouvoir écrire tout ça. Donc j'étais pas forcément très à l'aise, malgré un coaching actif du docteur Bergeron en disant ça va bien se passer, tu vois, etc. Et là, un de mes premiers collègues, que je ne citerai pas, chirurgien ORL, arrive et puis il me fait « c'est une glotte. Je vais l'opérer ». Et là, je me suis retrouvée avec mon crayon et je me suis dit « mais je fais quoi avec ça? Je sais pas. Qu'est-ce que je vais écrire ?» Évidemment, je n'ai pas du tout osé lui dire « mais voilà. Enfin, voilà, il avait 20 ans de plus que moi, donc je me suis débarquée avec ça. Je suis sortie là, je me suis dit « voilà, ça va pas être facile tous les jours. » Voilà, donc ça c'est un gros souvenir. Un autre gros souvenir, arrivé au centre hospitalier, de nouveau responsable RCP, et là je vois arriver des collègues avec un chariot, 3 kilos de dossiers papier énormes, un interne qui visiblement se transformait en hétérophile pour transporter tout ça, et puis on commence à discuter des dossiers, et alors là ça prend un temps fou. Alors attends, je cherche, je vais regarder où est la prise de sang. Je me suis dit mais on est là jusqu'à minuit, c'est pas possible, ça va pas le faire. Et aujourd'hui, le quotidien du responsable RCP, c'est on arrive, je clique sur mon dossier, j'ai la liste des patients qui sont inscrits. Normalement, si c'est bien fait, quand je rentre à l'intérieur, j'ai les données nécessaires pour pouvoir discuter des patients avec mes collègues. On acte une décision, on clique, on ferme, et dans les 24 à 48 heures, bon, nous, par exemple, on a fait le choix que ce soit le soir même, mais ça peut être dans les 48 heures, c'est envoyé aux médecins traitants, aux différents médecins, aux pharmaciens, je l'espère un jour, pour une publication d'informations. Donc voilà, c'est quand même, sérieusement, en 20 ans, c'est quand même pas du tout la même vie. Et même si je ne remets pas en cause la qualité des discussions et des prises en charge des patients à cette époque-là, je pense quand même qu'on progresse et qu'on avance. Donc pour résumer, je dirais que ce n'est pas une bonne paire de baskets qui fait un marathonien, mais ça aide quand même, et c'est quand même bien moins douloureux. Alors pour conclure, et pour faire la transition après avec la communication de Benoît, on a aussi pris le virage numérique en santé, on s'inscrit dans un paysage un petit peu global d'interopérabilité, on va intégrer l'identifiant national de santé, on est connecté avec la messagerie sécurisée en santé, ça nous permet d'envoyer donc les fiches RCP et les PPS avec cette messagerie sécurisée. Et pour répondre à la question de Pierre-Marie, actuellement le patient lui n'est pas connecté au DCC, mais un médecin traitant qui demande l'accès au DCC bien sûr peut y avoir. Généralement, les médecins généralistes sont plutôt satisfaits de recevoir la fiche RCP en messagerie sécurisée plutôt que d'aller se connecter à un outil en plus, puisqu'ils n'ont pas que des patients atteints de cancer dans leur patientèle. Pour conclure, je dirais que le DCC en COPEL, c'est un outil au cœur du parcours de soins du patient avec tout ce qu'on vient de vous montrer. Il est constamment évolutif, c'est pour ça qu'on le dit vivant. Actuellement, on a la planification des RCP, les gestions RCP et le PPS, mais dans l'avenir, on espère pouvoir développer un module autour de l'annonce, un module autour des soins de support et un module de coordination ville-hôpital. Enfin, avant de passer la parole à Benoît, je voudrais vraiment insister sur le fait que, comme tu le dis, les paires de baskets, ça ne suffit pas. Nous, dans l'équipe, on a un bel outil, mais on a surtout une super équipe très réactive pour répondre à toutes les questions sur le DCC, au quotidien, notamment avec Caroline, que vous avez vu dans la salle, et Virginie, qui sont au téléphone pour servir un petit peu de, je dirais pas de hotline, mais vraiment aider les utilisateurs. Et puis l'équipe DCC au quotidien, dont je disais tout à l'heure, Johanna, mais aussi maintenant Mathilde qui nous a rejoints. Et ça, vraiment, pour nous, c'est fondamental. Sinon, l'outil peut être magique, mais s'il n'y a personne derrière pour répondre aux questions, ça ne marche pas. Donc merci à elle, j'en profite aussi ce matin. Donc on va appeler Benoît Muller et Oriane Lemel à nous rejoindre pour cette prochaine session donc, sur l'interopérabilité et puis la cybersécurité. Alors peut-être en introduction, je crois qu'hier il y a eu un commentaire sur les acronymes qui étaient utilisés. Alors dans le numérique en santé, on jargonne beaucoup aussi avec beaucoup d'acronymes. Aujourd'hui, on s'est exercé. Normalement, on est prêt là pour pouvoir faire une présentation qui soit vraiment sans trop d'acronymes. Et je vous invite à lever la main si ce n'est pas le cas. Et ça nous permettra de pouvoir faire une pause. Et puis l'objectif, c'est vraiment qu'on ressort de cette session en comprenant finalement
cette complexité autour de l'interopérabilité et voir qu'on réussit à faire des belles choses avec le DCC sur le sujet. Bonjour à tous. Donc Benoît Muller, je suis chef de projet interopérabilité au GCSI Santé Pays de Loire. Et donc je vais vous parler d'interopérabilité. Donc interopérabilité de manière théorique, et puis après on va voir en effet ce qui est mis en place dans le cadre du DCC. Alors, j'ai essayé de le représenter de manière assez simple, c'est peut-être des schémas que vous avez déjà pu voir. Donc, qu'est-ce que sont des systèmes interopérables? C'est vraiment des systèmes qui sont en capacité de communiquer entre eux, sans dépendance et sans adaptation, donc avec des règles communes. Et donc, on différencie en fait ce qu'on appelle l'interopérabilité et la compatibilité, et c'est pour ça qu'on a les petits schémas. En fait, quand on parle d'interopérabilité, c'est qu'on va avoir un logiciel A qui va pouvoir communiquer avec un logiciel B, un logiciel C, un logiciel D, sans vraiment d'adaptation. Ça, c'est l'interopérabilité, alors qu'en effet, la compatibilité, c'est un logiciel A et un logiciel B qui se mettent d'accord entre eux pour pouvoir s'échanger de la donnée, mais dès qu'on arrive avec un autre logiciel qui s'incrémente dans le processus, bah là ça ne marche plus, parce que nos logiciels sont compatibles entre A et B, mais pas forcément avec C, pas forcément avec D. Donc voilà, c'est pour ça qu'on identifie vraiment compatibilité et interopérabilité, et c'est pas parce que deux logiciels communiquent forcément entre eux qu'on est sur de l'interopérabilité. Alors sur l'interopérabilité, il y a plusieurs choses. Donc je vais expliquer de manière théorique, mais de manière pas trop compliquée pour être compréhensible. Donc le premier point, c'est les volets d'interopérabilité. On a vraiment trois volets dans l'interopérabilité. Le premier point, c'est le transport. En gros, le transport, c'est quelles sont mes interactions entre mes logiciels. Quel protocole de sécurité, quel protocole technique j'utilise pour mes interactions entre un logiciel A et B. Mon service, juste en dessous, c'est qu'est-ce que je veux faire, mon cas d'usage. Est-ce que je veux échanger de la donnée? Est-ce que je veux partager de la donnée? Est-ce que je veux synchroniser des agendas? Est-ce que je veux gérer un sac de soins d'un patient? Voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment mon usage. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et la dernière couche, vraiment la dernière, c'est la partie métier. La partie métier, c'est quel contenu? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux envoyer? Donc dans le cadre du DCC, ça va être la fiche RCP et le PPS. Donc ça c'est le premier point, c'est vraiment les volets de l'interopérabilité avec transport, service, métier, qui sont les différentes couches. Ensuite, je parle d'interopérabilité syntaxique, c'est le point 2. C'est l'écriture en fait. Comment j'écris? Dans quelle syntaxe? Pour faire une comparaison, c'est vraiment mon alphabet. Est-ce que c'est du latin, c'est du cyrillique? Enfin voilà, ça correspond à ça en fait. C'est quel langage informatique d'écriture j'utilise. Le 3, l'interopérabilité sémantique. Là, c'est vraiment de l'interopérabilité, mais très métier. Il faut que j'utilise des concepts qui soient non ambigus et compréhensibles pour tous les systèmes d'information de tous mes professionnels. Et donc, il faut que j'utilise des terminologies, des dictionnaires, qui soient référencés avec des codes et des données, vraiment qui soient compréhensibles pour tous. Donc, par exemple, j'utilise la terminologie LOINC, qui s'appelle comme ça, pour justement coder mes actes de biologie de manière vraiment universelle pour m'assurer que ceux qui sont en face comprennent ce que j'envoie. Et le dernier point, c'est le 4, c'est les normes et les standards. Donc une fois que j'ai un peu tous mes volets, que j'ai mon interopérabilité syntaxique et sémantique, j'ai des standards internationaux qui sont différents pour pouvoir justement transférer de la donnée, et quel standard je vais utiliser par rapport à mon cas d'usage qui sera le plus approprié. Voilà là-dessus. Donc ça c'est de manière théorique, et si on rentre vraiment dans le DCC, on utilise vraiment deux flux d'interopérabilité. Donc le premier qui est à gauche, c'est l'ouverture du DCC depuis le dossier patient informatisé qui existe dans les établissements de santé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans mon dossier patient informatisé, alors soit je me mets sur une fiche d'un patient en particulier, qui a une activité pour lequel j'ai une activité de cancéro, ou je rentre tout simplement dans le dossier patient informatisé sans me connecter sur une fiche patient, et je vais avoir un bouton dans mon dossier patient informatisé, je vais cliquer dessus et ça va me permettre d'arriver sur le dossier communicant de cancérologie. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous permet, cette interface qui s'appelle en fait un appel contextuel? Ça me permet d'arriver directement dans le DCC, donc je n'ai pas besoin de ce qui s'appelle m'authentifier, de me connecter au DCC pour pouvoir y accéder. C'est fait au niveau de la liaison et au niveau de l'appel contextuel.
Ça va me faciliter donc l'accès. Ça va me faciliter la création, en fait, parce que si je suis sur une fiche patient dans mon dossier patient informatisé au niveau de l'hôpital, je vais cliquer sur mon bouton et en fait, je vais accéder à la fiche de ce même patient qui existe dans le DCC, où en fait, s'il n'existait pas, on va me pré-remplir une fiche d'identité patient avec les données que j'avais dans mon logiciel métier dans l'établissement. Voilà, et en effet, le fait d'avoir justement cette partie bouton, ça me permet de garantir que c'est vraiment les patients pour lesquels il y a vraiment un parcours d'oncologie qui vont se retrouver dans le DCC. Je l'utilise pas pour les autres patients quand je suis sur un autre parcours de soins au niveau de l'hôpital. Donc ça c'est le premier point, c'est ce qui est décrit à gauche, et à droite, c'est ce qu'on appelle la passerelle documentaire. Donc c'est la partie d'après, en fait, c'est je suis dans mon DCC, je réalise mes fiches RCP, mes plans personnalisés de soins, et en fait, on met en place un retour de ces documents pour qu'ils s'intègrent automatiquement dans le dossier patient informatisé. Donc on renvoie les documents que je réalise dans le DCC dans le logiciel de l'établissement de santé et dans le bon dossier du patient. De manière très simple et schématique, au niveau des flux, ça donne ça. Donc je suis dans mon dossier patient informatisé, et là, via mon appel contextuel et mon petit bouton pour passer dans le DCC, je vais accéder justement au dossier de cancérologie en me connectant directement dans le dossier patient, ou si le patient n'existait pas dans le DCC, je vais pré-remplir une fiche, et sera pré-remplie, et j'aurai juste à la valider pour justement créer facilement pour le professionnel sans avoir de ressaisie, sans réécrire nom, prénom du patient, date de naissance, sexe, etc., etc. Je fais mes documents dans le DCC, et après je suis dans le point 2, où je renvoie mes fiches RCP, mon plan de personnalisé de soins, vers le logiciel métier de l'établissement. Voilà. Alors pour vous donner un petit peu un état d'avancement sur les différents sites, donc dans la région Pays de la Loire, on a 33 sites qui ont une activité d'oncologie au niveau des établissements de santé. Et donc voilà, pour l'instant, on en est encore au début. On a 8 sites qui ont mis en place l'appel contextuel, donc vous les retrouvez ci-dessous. Donc vous avez le CHU de Nantes, la clinique Jules Verne, la clinique mutualiste de l'Estuaire, le Confluent, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, le CHU d'Angers, l'ICO et la clinique Victor Hugo. Et après, on en a donc ça c'est pour la première partie qui est l'appel contextuel, donc le bouton qui existe dans mon dossier patient informatisé pour passer dans le DCC. Et l'autre, du coup, flux d'interopérabilité, la passerelle documentaire. Donc on a 4 établissements pour l'instant qui l'ont mis en place en production, donc le CHU de Nantes, la clinique Jules Verne, le Confluent et l'ICO. Alors nous, ce qu'on fait, on accompagne OncoPL sur certains volets, donc on les accompagne sur tout ce qui est du coup interopérabilité. Donc c'est sur tout ce qui est échange technique, donc à la fois pour présenter un peu ce que je viens de vous présenter, mais de manière un peu plus technique, au niveau des DSI des différents établissements, aussi au niveau de leurs éditeurs, parce qu'il y a des éditeurs qui peuvent avoir des fonctions, des questions sur telle ou telle fonctionnalité, tel ou tel choix technique, donc là-dessus on peut échanger avec eux. Et pareil, voilà, si on a des besoins, des problématiques sur l'interopérabilité qui sont remontées, là également on peut les instruire ces besoins pour voir ce qu'on peut à l'avenir permettre de proposer au niveau du DCC. Dernier point, et j'en aurais fini, c'est il y a des travaux d'évolution qui sont menés pour les DCC, donc Fabienne on a un peu parlé en introduction. Donc ça c'est des travaux qui sont portés par l'INCa et la délégation numérique interministérielle en santé, avec les réseaux et aussi les ARS et les GRAM. Donc l'objectif en fait de ces travaux, c'est de faire évoluer les DCC par rapport ce qu'on appelle les piliers du Ségur, donc c'est ce que vous a présenté Fabienne juste avant, donc l'INS, l'identité nationale de santé, le DMP, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, et ProSanté Connect, donc ça c'est tout ce qui est comment se connecter de manière forte aux différents outils. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif c'est vraiment de permettre l'alimentation du DMP, donc l'alimentation du DMP où on parle de mon espace santé, avec les documents de cancérologie qui sont réalisés dans le DCC. Et le troisième point, c'est vraiment renforcer la structuration de ces données-là, qui sont réalisées pour les différents documents, pour pouvoir justement les remonter dans une plateforme de données de cancérologie au niveau national.
Donc voilà, donc on suit un peu ce qui est fait sur les travaux du Ségur du numérique en santé. Et donc, en fait, on est en train, dans ces travaux, d'élaborer des référentiels d'exigence sur ces aspects-là, à transmettre aux éditeurs de DCC pour qu'eux puissent faire justement les évolutions de leur outil. Et juste pour vous donner un petit peu de calendrier, donc on a ce référentiel d'exigence qui devrait être finalisé au premier trimestre de l'année 2023. Et après, on aurait donc du coup une phase pilote où on va tester ce qui est mis en place. Donc ça, c'est chaque réseau, enfin un couple à chaque fois, réseau et éditeur de DCC pour tester ces évolutions-là. Et après, un déploiement généralisé pour les autres réseaux lors de l'année 2024. Vous avez fait quelque chose de simple, mais on sous-entend bien qu'entre les lignes, ça devient très compliqué derrière. Bon, et l'alphabet cyrillique, etc. Voilà. Bien, on va aborder maintenant la troisième intervention. Sécurité je pense que c'est ça, hein? Oui. Sécurité des données, tous concernés, tous mobilisés. Alors, c'est super comme le dossier informatisé, on voit bien que ça va augmenter la rigueur, ça va augmenter la vitesse, c'est tout ça au service du patient, ça met en lien des intervenants de différents publics, privés, lointains, proches, etc. C'est formidable. Ceci dit, on entend quelquefois dans les médias qu'il y a des attaques. Il y a des attaques informatiques, que la cybersécurité, c'est pas un problème qui est complètement réglé et qui est évolutif parce qu'il y a des hackers qui sont toujours un temps d'avance, etc. Et la sécurité de ces données est quand même inquiétante pour le patient. Qu'est-ce que mes données, même si c'est que des choses administratives, il y a des choses qui sont un petit peu personnelles. Bon, quid? Voilà, ça c'est la grande interrogation. Merci. Madame Oriane, le mail de nous éclairer. Merci à vous. Alors effectivement, vous évoquiez les aspects médiatiques. Donc on est effectivement en ce moment dans des actualités assez tourmentées. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de l'actualité qui concerne le centre hospitalier de Versailles qui subit actuellement une attaque informatique et qui a dû engager des transferts de patients pour pouvoir assurer leur prise en charge. Déclencher le plan blanc, ça devient une habitude en ce moment, mais quand même. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de l'information de l'été dernier qui a concerné également le centre hospitalier sud-francilien avec une demande de rançon de 10 millions de dollars, avec pareil des transferts de patients à organiser auprès de l'Agence régionale de santé, à répartir sur les autres établissements qui sont déjà sous tension, donc qui ne demandent pas d'avoir des impacts assez forts en termes d'organisation. Donc là, on a des notions d'établissements de taille assez conséquente, mais à noter également qu'on a des établissements de plus petite taille qui sont également victimes de ce type d'incident, notamment en milieu d'année, un EHPAD normand qui avait également subi une cyberattaque. Et puis pour également illustrer le fait qu'il n'y a pas de taille critique finalement pour être une victime, on a aussi été concerné dans la région en janvier 2021 avec la clinique de l'Anjou qui a également été sous le feu des projecteurs avec un besoin de retourner à un fonctionnement papier, ces résumés de passage aux urgences qui n'ont pas pu être transmis pendant plusieurs mois. Donc il y a également des impacts en termes de suivi épidémiologique. Ils ont manqué d'accès à leur disponibilité de soins critiques. Ils n'ont pas pu remonter au niveau régional pour pouvoir savoir quelle était la disponibilité de ces lits pour orienter les patients et pendant une certaine période avoir une gestion des stocks de médicaments à l'aveugle avec toutes les conséquences sanitaires que ça peut avoir sur la prise en charge des patients. Et donc, on a également des cabinets médicaux libéraux qui peuvent également être concernés par ce type d'attaque. Alors, ayons bien conscience que malgré ce que les médias essayent de nous faire dire, le secteur de la santé n'est pas particulièrement ciblé par les attaquants. Ceci étant, ils comportent un certain nombre de faiblesses dans leur système d'information qui font qu'il y a beaucoup de victimes. Mais ayez bien conscience que si vraiment le secteur de la santé était particulièrement ciblé, les conséquences seraient extrêmement plus massives et importantes que celles qu'elles sont actuellement.
Alors plusieurs causes à tout ça finalement, donc ces vulnérabilités et ces faiblesses des systèmes d'information, elles peuvent être à la fois techniques, technologiques, mais également organisationnelles et humaines. Donc parfois ça peut être lié aux prestataires. Pour exemple, un technicien licencié d'un prestataire qui s'est vengé sur les IRM d'un établissement de santé en allant modifier les paramètres, avec les conséquences que ça peut avoir. On a pu voir il y a 2 ans 500 000 données patients de laboratoires de biologie médicale qui sont écoulées dans la nature. Donc là, pareil, un problème lié à des prestataires qui avaient mal assuré finalement la sécurité de ces données. Et puis parfois, on a aussi les professionnels qui peuvent être en cause et des médecins, des professionnels de santé qui tentent de pirater eux-mêmes leur propre système d'information, voire leurs collègues. Ça existe. Pour des besoins de continuité de service ou même une conviction forte autour d'un projet, des professionnels de santé qui sont amenés à ne pas respecter les exigences de sécurité qui sont fixées au niveau d'un établissement et qui montent eux-mêmes leur projet à côté parce qu'ils sont intimement convaincus du bénéfice qu'il peut avoir, mais qui finalement ne respectent pas les mesures de sécurité. Et on voit que là, ils peuvent être individuellement mis en responsabilité sur ces différents points. Et puis on avait même eu une sanction de la CNIL, donc là qui avait plus vocation d'exemple, mais auprès de 2 professionnels de santé libéraux qui pendant plusieurs années n'avaient pas assuré la sécurité de leurs données et en avaient connaissance. Donc c'est surtout ça qui a voulu être sanctionné par la CNIL en mettant une mise en demeure publique de ces deux professionnels de santé. Je souhaitais vous refaire un petit point sur ce que l'on entend réellement par la sécurité des systèmes d'information, parce qu'on a tendance à relier ça à un bris de confidentialité, mais finalement ce n'est pas que ça. En fait, la sécurité de l'information, ça va être assurer sa disponibilité, le fait qu'une information soit accessible au moment où on en a besoin et qu'elle soit intègre, ce qui fait qu'elle n'est pas modifiée par une action indéterminée et que des personnes qui n'ont pas à y accéder ou à la modifier ne puissent le faire. Et donc cette disponibilité et cette intégrité vont impacter directement la qualité et la continuité des soins. C'est évidemment la confidentialité, je ne l'oublie pas, qui va impacter directement le secret professionnel, mais qui est une notion qui est quand même relativement maîtrisée. Et on a également une notion de preuve et de contrôle, ou de traçabilité, telle que l'évoquait Fabienne tout à l'heure, et qui est particulièrement importante dans le cadre du dossier informatisé, et de ne pas pouvoir assurer le fait qu'une action a bien été réalisée par quelqu'un, et à l'inverse, ne pas pouvoir nier avoir réalisé une action. Donc pour cela, il faut collectivement s'engager à essayer de rehausser le niveau de sécurité de nos systèmes d'information. Donc chacun à son échelle, les éditeurs sur leur système, les DSI sur les technologies qui sont employées, mais également les professionnels dans leur quotidien et dans leur pratique en ayant une bonne hygiène numérique. Donc pour les professionnels en exercice un petit peu individuel, il faut assurer une sécurité physique des équipements, notamment avec tout ce qui va être les fluides énergétiques et notamment l'alimentation électrique pour que les systèmes soient disponibles. Vérifier tout ce qui va être accès aux équipements informatiques, ne pas laisser des ordinateurs, des smartphones ou des supports de stockage sans surveillance et en accès libre. Faire très attention aux supports amovibles non maîtrisés qui peuvent provenir de patients, de prestataires qui veulent vous partager soit des éléments, des documents ou des outils. Bien encadrer les contrats avec les prestataires et notamment les fournisseurs d'accès à Internet, être hyper vigilant au temps de rétablissement. On a beaucoup de problématiques d'accès à Internet qui sont en rupture dans certains cabinets, mais qui n'ont pas les contrats qui vont bien, ils sont sur une box familiale, il n'y a pas d'engagement de disponibilité, il faut aller sur des contrats professionnels et encadrer ces différents temps de rétablissement. Pensez à bien intégrer la sécurité dans les contrats avec les tiers, donc tout ce qui est prestataire, fournisseur, et bien encadrer tout ça avec des exigences de sécurité. Un deuxième volet, la protection de l'accès aux postes de travail et aux applications. Benoît l'évoqua tout à l'heure, mais
on a cette notion d'accès fort aux données. Un mot de passe n'est pas suffisant. La sensibilité des données fait qu'on a besoin d'un accès un peu plus robuste à ces données de santé. On verrouille toujours son poste de travail lorsqu'on s'absente, même quelques minutes, même si ça peut être fastidieux. Il faut que quelques secondes pour consulter une information, voire prendre une photo d'un écran. Ça peut être extrêmement pénible, et ne pas enregistrer ses mots de passe dans le navigateur, même si également c'est très facilitant. Maîtriser l'accès aux données, notamment disposer d'une charte informatique, notamment quand il y a plusieurs utilisateurs du système d'information. On a vu dans certains établissements où le secret médical peut être mis à mal avec des professionnels qui vont consulter les dossiers de leurs proches ou de personnes qu'ils connaissent pour renseigner quelqu'un. Utiliser une messagerie sécurisée de santé pour échanger les données sensibles. On voit des pratiques peu banales se développer avec les WhatsApp, où là on voit des médecins britanniques qui changent des données sur des Snapchat, donc on a l'impression que ça disparaît rapidement. Finalement les données elles sont enregistrées. Et puis la sauvegarde des données, finalement, lorsqu'il y a un incident, c'est ça qui va vraiment pouvoir permettre de repartir dans son activité quotidienne. Donc il faut la réaliser soit chez un prestataire spécialisé et qui est certifié pour réaliser cela, et si c'est fait par vous-même sur des supports amovibles qui vont être isolés du réseau, c'est pas la peine de les laisser connecter si votre ordinateur a un problème. Il y a de grandes chances que les données de sauvegarde soient également impactées, donc les protéger contre le vol et les différents sinistres qu'il peut y avoir. Toujours avoir un antivirus à jour, c'est pas un garde-fou, mais ça va pouvoir limiter un certain nombre d'attaques qui sont connues. Toujours être vigilant à l'ouverture d'un mail lorsque cela provient d'un destinataire inconnu, et en particulier lorsqu'on va vous demander des identifiants d'accès, et en particulier si ce sont des accès sensibles. Et appliquer les mises à jour dès qu'elles sont proposées. Elles sont nombreuses, certes, mais les vulnérabilités le sont également. Pour vous dire également que le ministère prend en charge cette problématique et a mis au jour un plan de renforcement cyber suite aux attaques des centres hospitaliers de Dax et Villefranche qui ont eu lieu l'année dernière, à partir de plusieurs constats que l'on vient de voir ensemble, et la nécessité de renforcer cette prise de conscience et d'augmenter le niveau de maturité des établissements. Il y a un grand plan d'action qui a été lancé avec des actions territoriales à décliner autour de la sensibilisation, l'animation et l'appui des structures de santé, avec des missions de contrôle qui sont également confiées à l'Agence régionale de santé. En Pays de la Loire, on a l'Agence régionale de santé et le GCSI Santé qui sont engagés depuis de nombreuses années à pouvoir proposer un accompagnement le plus diversifié possible aux structures de santé, aux professionnels, aux directions, aux personnes en charge de la sécurité numérique. Je ne vais pas vous présenter notre accompagnement complet, mais n'hésitez pas à passer sur notre stand si vous voulez plus d'informations. Un focus sur les outils de sensibilisation. On a plusieurs affiches qui se veulent un petit peu visuelles et humoristiques, qui sont déclinées en fond d'écran, qui sont librement accessibles sur notre site internet. On a des petites vidéos de sensibilisation qui, sur 5 thématiques autour de la confidentialité, l'usurpation d'identité, le secret professionnel, la divulgation d'informations et la fuite d'informations, qui sont en accès auprès de nos adhérents sur des formats extrêmement courts et humoristiques qui permettent de faire passer les bons messages. Et un dernier focus sur Santescape sécurité numérique, qui est un escape game de sensibilisation à la cybersécurité contextualisé à la santé et créé par un groupe de travail de professionnels de santé en région, qui permet de reproduire une situation réelle, et probable dans une structure, pour mieux approprier les messages au travers d'une prise de conscience, avec des participants qui vont se mettre dans la peau de journalistes peu scrupuleux, qui vont s'introduire dans une structure de santé qui est l'Institut médical des Étoiles des Pays de la Loire, pour essayer de dérober les informations de santé de Johnny Jackson afin de sauver le journal West People de la faillite. Et en 45 minutes, il va falloir résoudre un certain nombre d'énigmes pour pouvoir récupérer ces informations de santé. L'avantage de cet outil, c'est que c'est une méthode de sensibilisation innovante et ludique qui permet vraiment une implication des apprenants, qui ne nécessite vraiment aucune connaissance technique particulière en s'adressant à tout type de public.
et des participants qui là exceptionnellement doivent se mettre dans la peau des méchants et pas être les parfaits petits soldats en respectant les bonnes pratiques. Là, vous allez vraiment voir tout de suite l'impact des mauvaises pratiques que vous avez au quotidien et le cumul des mauvaises pratiques entre les professionnels, parce que chacun ne peut faire qu'une petite faute dans la journée, mais cumulée à celle des collègues, on voit qu'en fait on ouvre des portes béantes sur nos systèmes d'information. Le scénario est vraiment contextualisé au secteur de la santé pour qu'il soit le plus immersif possible. Une durée de jeu de 45 minutes pour ne pas mobiliser les professionnels plus d'1 heure, donc 5 minutes de briefing, 10 minutes de débriefing à la fin pour passer les bons messages de sensibilisation. Et on opère la formation en remettant un kit de ressources aux structures pour qu'elles soient autonomes dans leur mise en œuvre. Et courant 2023, on va aller opérer des sessions de sensibilisation dans les structures qui n'auraient pas les ressources pour pouvoir le faire elles-mêmes. Donc c'est un outil qui a été créé en 2018 et qui a près de 1000 participants sensibilisés grâce à lui, tant des personnels des équipes IT qui ne sont pas les plus concernés par cet outil, mais aussi des directions, des professionnels de santé, tout type de professionnels et du coup on vous invite à pouvoir en bénéficier également. On va pouvoir passer à une première session de questions-réponses puisqu'on a terminé cette première session sur le numérique au service des professionnels. Alors on a une première question. Bonjour. Je m'appelle médecin co à l'HAD de Cholet et puis médecin généraliste. J'avais une question par rapport à la cybersécurité. Le fait d'avoir un logiciel avec un éditeur full web, est-ce que c'est une protection supplémentaire par rapport à ceux qui ont des logiciels in situ? Parce que là, on n'a pas de sauvegarde à faire. Il y a des données de santé qui sont effectivement dans des data centers, mais qui ne sont pas hébergées sur le site même. Est-ce que c'est une sécurité supplémentaire ou au contraire, vu que c'est en full web, ça ouvre aussi des portes? Alors en fait, c'est vraiment une notion de gestion de risque et d'analyse de risque. Ça va dépendre des moyens que vous êtes en capacité de mettre pour la protection de vos données. Si vous les gardez en interne, effectivement, il faut que vous assuriez cette sauvegarde des données, mais que vous soyez aussi en capacité de gérer l'alimentation électrique, la protection physique de l'accès à vos serveurs, etc. Il est assez rare qu'en exercice, en tout cas, de petites structures ou individuelles, on ait la capacité à mettre un data center, entre guillemets, dans l'établissement. Donc, et surtout de pouvoir faire des investissements réguliers pour maintenir ces systèmes d'information à jour et dans des technologies qui soient au bout du jour finalement et surtout protégées au long cours. Donc c'est difficile de dire on est plus protégé dans un cas ou dans un autre. Lorsque l'on externalise tout, ça ne veut pas dire qu'on est complètement dédouané de toutes ces mesures de sécurité. Il faut vraiment veiller à ce que ce soit encadré dans le cadre de vos contrats avec des clauses de sécurité et surtout que vous fassiez des vérifications régulières qui sont en capacité de vous montrer que les sauvegardes, elles existent, elles sont testées et elles sont opérationnelles. Voilà, il faut faire très attention. Ça peut être sécurisant dans le sens où on n'aura pas à traiter, on n'a pas forcément les compétences pour le faire en interne. Ceci étant, il ne faut pas se cacher derrière le fait que ce soit dans le cloud et d'aller vérifier régulièrement parce que ça peut être aussi ces éditeurs qui sont attaqués et ça s'est vu et finalement les impacts ils sont assez massifs parce que autant de clients que de victimes. Donc voilà, c'est vraiment une analyse de risque, de voir où on met le curseur et ce qu'on est en capacité de faire en interne par rapport à la sauvegarde des données, enfin à la protection de ces données. Alors une autre question, oui. Alors moi c'est pas vraiment une question, mais j'ai été surpris du chiffre que tu as donné Fabienne, en montrant que seulement il y avait, c'est Benoît, une douzaine d'établissements qui étaient connectés avec le bouton, alors qu'il nous semblait qu'on avait fait une petite campagne et qu'on avait essayé d'aider les établissements, parce que honnêtement d'avoir cette possibilité d'être sur son dossier, de cliquer,
ça évite encore davantage d'erreurs, parce que quand on parle aussi des risques d'erreur, il faut aussi se faciliter les choses. Alors, les travaux sont en cours en fait. Ce que Benoît a montré, c'est ceux qui sont fonctionnels. Là, il y en a plein qui sont en cours et donc normalement en 2023, il va y avoir on va être à 35 établissements sur 30. Il y a plusieurs établissements qui développent pour leur établissement des applications. Est-ce que le DCC va être versé dans ces applications? Je n'ai pas vu qui posait la question. C'est Delphine. Ah, pardon, je te voyais pas. Tu demandais si le DCC... Il y a pas mal d'établissements qui développent leur propre application. Des applications pour les patients, c'est ça? Ouais, alors le DCC c'est vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, un outil pour les professionnels. Ce qui est important, c'est que la fiche RCP, en tout cas le PPS, le plan personnalisé de soins, il part dans mon espace santé, dans le DMP. Donc c'est quelque chose qui va aller dans le DMP. Après, on ne va pas travailler avec toutes les applis, c'est pas possible. Mais par contre, ça sera dans l'espace santé du patient. Et le débat actuellement, en tout cas, nous, c'est une question qu'on se pose régulièrement, de savoir si c'est la fiche RCP qui doit partir vers le patient ou le PPS. Alors, Catherine le disait, elle remet la fiche RCP au patient. Quand la fiche RCP est expliquée au patient, qu'elle lui est remise, c'est une bonne chose. Mais une fiche RCP envoyée telle qu'elle, c'est un petit peu brutal. Alors que le PPS, lui, de toute façon, il est expliqué au patient, donc c'est logique qu'il parte dans mon espace santé et dans le DLP et que le patient y ait accès. Oui, c'est un débat qu'on a tous. Il y a des gens qui disent le patient, il faut lui donner qu'il a accès à toutes les informations le concernant, ça le concerne. Après, la pathologie cancéreuse, c'est quand même une pathologie qui n'est pas anecdotique. Je pense sincèrement qu'une fiche RCP qui n'est pas expliquée avec un professionnel de santé qui accompagne, qui explique pourquoi ça a été décidé, comment ça a été décidé, ça peut être très très violent en fait pour un patient de recevoir un papier écrit. S'il reçoit ça, imaginons ça en amont de la consultation avec un cancérologue, on peut par exemple imaginer ça, il y a une RCP qui est décidée, un patient est opéré, on va dire, et puis il y a une décision de chimiothérapie complémentaire, un patient qui va recevoir dans son espace santé ou sous toute autre forme une fiche qui marque chimiothérapie, alors qu'il n'a vu aucun professionnel de santé qui lui a expliqué pourquoi, etc. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de débuter une histoire avec un patient personnellement, et je pense que la fiche RCP, elle doit être expliquée avec un professionnel, que ce soit le médecin généraliste, que ce soit l'oncologue ou chirurgien, enfin toute décision qui a été prise et qui importe, voilà, avec un professionnel qui puisse dire voilà, on a décidé on vous propose ce traitement-là. Il y a aussi ça, il y a la notion de proposition et pas d'imposition et de discussion avec le patient. Alors que le PPS, et là c'est encore un travail qu'on doit faire, mais qui est dans le DCC, mais c'est vraiment un travail tout débutant. Là c'est vraiment une explication détaillée du traitement, de ses effets, de comment ça se déroule, etc. Et je pense que ça, comme c'est quelque chose qui a déjà été expliqué aux patients, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, auquel ils puissent avoir accès et se référer. Aujourd'hui, il est là sous forme de papier, mais qu'il est dans son espace santé, ce sera vraiment très bien. Maintenant, il faut aussi tenir compte du fait que toutes ces technologies, elles sont super, on avance, etc. Mais la moyenne d'âge de nos patients, elles sont de 65-70 ans. C'est pas des gens qui utilisent un ordinateur. Alors il y en a, ils ont une appétence pour ça et ils vont carrément vous expliquer des tonnes de trucs et vous allez les regarder avec des yeux grands ouverts en disant je comprends bien ce que vous me racontez, mais bon, je vais vous donner le papier. Mais la majorité de nos patients, c'est des gens qui sont éloignés du numérique et il ne faut pas oublier ces gens-là et pour lesquels c'est un papier qui va servir. Alors, c'est ce que je disais, c'est un outil, mais il faut adapter l'outil au patient et pas le patient à l'outil. Enfin, moi, de mon point de vue. Bonjour à tous. Du coup, nous on vient parler au nom. Je suis un peu grand. On vient parler au nom de l'Institut cancérologique de l'Ouest. Moi, je me présente, je suis Pierre-Antoine Marché, je suis chef de projet, ce projet oncologique que je vais vous présenter sur les deux sites, donc à Nantes et Angers. Ma collègue Caroline Folliard, qui est pharmacienne hospitalière sur le site d'Angers. Donc aujourd'hui, on est venu vous présenter un projet Article 51 qui s'appelle Oncolink. Oncolink, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours qui vise à améliorer la prise en charge des patients sous anticancéreux oraux. De quelle manière? En renforçant tout ce qui est suivi des effets indésirables et l'observance des patients et en structurant tout ce qui est coordination entre les établissements de santé et les professionnels de vie. Tout d'abord, un petit rappel du coup sur ce que c'est qu'un article 51. L'article 51, c'est tiré de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. En
fait, c'est un article qui permet aux établissements de santé de proposer directement à la sécurité sociale des nouvelles organisations innovantes, tant que ces organisations visent à améliorer les parcours de soins des patients, à améliorer leur accessibilité aux soins, ou à proposer par exemple des nouvelles modalités de financement qui peuvent être plus adaptées que la T2A. Pourquoi est-ce que les établissements de santé du coup ont voulu travailler sur la problématique des thérapies orales? Il faut savoir que c'est un mode de traitement qui est en plein essor depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, on a une 60aine de molécules qui sont dispensées directement par les pharmacies de ville. C'est un mode d'administration qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins invasif que les traitements traditionnels. On a malheureusement des patients atteints de cancer qui sont de plus en plus jeunes et qui ont une vie active à côté, qui travaillent, qui ont des enfants. La problématique, c'est que même si ce sont des traitements qui sont plus simples que la radiothérapie ou la chimiothérapie, en tout cas moins invasive, il ne faut pas oublier qu'elles peuvent générer des effets indésirables qui sont assez importants, parce qu'on travaille sur la chimiothérapie. Et à la différence de ces traitements traditionnels, le patient le prend à domicile, donc il n'a pas l'appui d'une équipe soignante à proximité. Et même chose pour les professionnels de ville premier cours, que ce soit médecins traitants ou pharmaciens de ville. Généralement, ils manquent soit d'informations, soit de formation liée à ces traitements ou à la gestion des effets indésirables. Au final, on se retrouve du coup avec des patients qui, parce que c'est des traitements lourds, ont une observance faible ou ont des effets indésirables qui ne sont pas détectés ou détectés trop tard et qui génèrent des hospitalisations. En fait, l'intérêt est double. Pour les établissements de santé, l'idée c'est de pouvoir mieux suivre ces patients qui sont hors les murs. Pour la sécurité sociale, c'est de réduire le nombre d'hospitalisations qui sont dues à ces effets indésirables. Je vais laisser la parole à ma collègue pour vous présenter du coup, plus concrètement les étapes de ce parcours. Alors ce dispositif, il a pour objectif de construire un parcours pluriprofessionnel entre la ville et l'hôpital qui va être organisé en 3 séquences. La première séquence, qui suit le cours du premier mois de traitement, va débuter par une évaluation tripartite par l'oncologue médical, l'infirmier de coordination et le pharmacien hospitalier, permettant la mise en place de la thérapie orale adaptée et permettant de structurer l'accompagnement rapproché du patient, sachant que cette évaluation tripartite peut se faire de manière simultanée ou non entre les professionnels de santé. Et puis durant cette séquence 1, le pharmacien hospitalier va également contacter le pharmacien d'officine du patient pour initier la coordination ville-hôpital et pour recueillir son adhésion au parcours de suivi oncologique. Ensuite, durant les 3 mois de la séquence 2, un suivi régulier va se mettre en place par les infirmiers de coordination, soit par voie téléphonique, soit, on va le voir tout à l'heure, via un outil numérique de suivi. Et en parallèle, le pharmacien d'officine va, lors des renouvellements du traitement, réaliser un entretien avec le patient et transmettre les comptes rendus aux équipes hospitalières. Donc là, l'objectif de suivi rapproché, c'est d'essayer d'optimiser l'adhésion au traitement, l'observance, en améliorant notamment la surveillance des effets indésirables. Et puis enfin, la séquence 3 se déroule sur 6 mois, au cours desquels le suivi est plutôt réalisé cette fois par les professionnels de ville, et notamment le pharmacien d'officine sur les mêmes modalités que la séquence 2, sachant que les équipes hospitalières sont toujours présentes pour intervenir, mais plutôt en second recours. Donc, tout au long du parcours du patient, le lien entre les équipes hospitalières et les professionnels de santé de ville, il est d'une part établi mais surtout maintenu, puisque les professionnels de santé de l'établissement hospitalier vont accompagner les professionnels de ville en leur transmettant les informations, en leur transmettant les particularités nécessaires à la prise en charge du patient, ce qui va permettre notamment un relais dans le suivi du patient par les professionnels de ville de manière fluide et de manière sécuritaire au moment de la séquence 3. Sachant que ce lien ville-hôpital permanent, il est également important du point de vue de la rémunération, puisque dans le cadre d'Onconic, la rémunération se fait par séquence de soins. Et donc l'ensemble des intervenants va être rémunéré lorsque la totalité des suivis d'une séquence a été effectuée. Et donc justement pour en revenir aux principaux intervenants dans le cadre d'Onconic, ce dispositif met en évidence 2 intervenants qui ont un rôle prépondérant. Du côté de l'hôpital, c'est clairement l'infirmier de coordination qui va effectuer la coordination entre la ville et l'hôpital. C'est l'infirmier de coordination qui va centraliser les informations, c'est lui qui va transmettre ces informations aux professionnels de santé du patient. Il va aussi participer au suivi, à la gestion du traitement,
à la gestion des éventuels effets indésirables du traitement et, si nécessaire, orienter vers des soins de support adaptés. Et puis côté ville, c'est le pharmacien d'officine qui a un rôle prépondérant parmi les professionnels de santé. Il va d'une part apporter son expertise du médicament en mettant à jour le bilan médicamenteux, en vérifiant la bonne compréhension du traitement, en vérifiant l'adhésion au traitement, l'observance du patient. Mais il va aussi participer à l'orientation du patient dans son parcours et c'est principalement le pharmacien d'officine qui va transmettre les informations à l'hôpital. Et justement, pour en venir à la transmission des informations, concrètement, comment ça se passe du côté de l'ICO cette fois? Eh bien, côté pharmacien, la transmission des informations se fait principalement via la plateforme Hospiville, qui est une plateforme sécurisée, qui va permettre de transmettre des informations, et d'ailleurs des documents, et uniquement des documents à l'heure actuelle, entre pharmaciens d'officine et pharmaciens hospitaliers, mais une transmission sécurisée. Et puis du point de vue du côté du suivi par les infirmiers de coordination, à l'initiation du projet, à la mise en place du projet, le suivi qui a été mis en place se faisait de manière téléphonique et hebdomadaire. Donc on s'est rapidement confronté à quelques problématiques, notamment le fait que le suivi était à réaliser de manière hebdomadaire et répété pour l'ensemble des patients et l'ensemble des patients qu'on incluait dans l'expérimentation. Et puis c'était également un suivi qui pouvait avoir une certaine lourdeur pour certains patients. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers une application, ou en tout cas vers le digital, pour essayer de simplifier et de répondre à certaines de ces problématiques. Et donc Pierre-Antoine va vous présenter le côté digital du suivi. Effectivement, les deux problématiques, en fait, c'était la quantité de suivi que ça pouvait représenter, parce qu'au fur et à mesure qu'on incluait de nouveaux patients, comme le suivi par contre dure pendant plusieurs mois, on s'est retrouvé sur des paliers de suivi téléphonique à faire par les infirmières qui étaient très lourds. Et puis, malgré qu'on ait effectivement toujours des patients assez âgés, on a quand même une certaine partie de la population atteinte de cancer qui sont plutôt jeunes, plutôt autonomes, et qui trouvaient par contre que de devoir les appeler toutes les semaines, c'était lourd pour eux. Donc on s'est tourné vers effectivement le développement d'une application qu'on a appelée Mon ICO, on n'a pas été très original. Là vous avez par exemple sur la droite ce que voit un patient en fait, donc il a un compte qui peut bien sûr ouvrir autant sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. L'idée c'est qu'en fait on lui mette à disposition de manière régulière un questionnaire dans lequel on va lui demander un peu de son état général de santé, on va lui poser des questions précises sur l'observance en se basant sur le score de Girard. Et puis on va aller lui poser des questions sur les potentiels effets indésirables qu'il subit suite à son traitement et également l'évolution. Est-ce que ces effets indésirables sont en aggravation, stable ou en diminution par rapport aux dernières semaines? L'intérêt également des applications, c'est qu'on va pouvoir mettre à disposition du patient beaucoup plus facilement certains documents. Par exemple, dès qu'on inclut un patient dans ce parcours-là, on va lui mettre à disposition les fiches Medit qui sont liées à sa molécule. Donc il va pouvoir aussi se renseigner par lui-même et pouvoir gérer par exemple les premiers effets indésirables. Là je vous ai mis, j'aurais bien voulu faire une démo mais pas dans le temps qu'on avait imparti, je vous ai mis deux petites captures d'écran. À droite vous avez en fait un questionnaire qui a été rempli par un patient et donc là c'est la vue que peut avoir une infirmière de coordination sur ce questionnaire. Donc vous voyez rapidement qu'il y a deux petites pastilles, une orange et une rouge. En fait c'est un patient qui a répondu qu'il allait moyennement bien, ce qui a généré une alerte mineure. Ensuite, il a répondu non à l'ensemble des questions de Girard, donc c'est plutôt un patient qui a une bonne observance de son traitement. Par contre, on voit que dans les effets indésirables, il a dit qu'il avait de la diarrhée et de la fatigue et qu'il était en aggravation. Donc ça a généré une alerte auprès de l'infirmière, et après, l'infirmière va rappeler le patient pour pouvoir voir ce qu'elle peut faire avec lui pour améliorer ces effets indésirables-là. À gauche, vous avez l'écran général, en fait, le tableau de bord un peu des infirmières, qui permet, en fait, on le voit rapidement, si on prend la première ligne, on voit que c'est un patient qui, de semaine en semaine, il n'a pas l'air d'avoir d'amélioration de son état de santé. Donc typiquement, ça peut être le genre de cas où là où le patient allait avoir une consultation avec son oncologue dans 3 mois, l'infirmière peut alerter le médecin et peut-être rapprocher la consultation à 1 mois, parce que peut-être là il faut revoir la concentration du traitement ou voir un changement de molécule. A contrario, si on va un peu plus vers le bas, on voit qu'on a des patients qui globalement gèrent bien leur traitement et ont des alertes mineures de temps en temps. Donc ça veut dire que c'est des patients qu'on peut appeler moins régulièrement et le fait d'avoir un suivi médical tous les 3 mois sera suffisant. J'ai vu au début du coup qu'on était classé dans les parcours, les suivis à destination du patient, et en fait quand on met le doigt dans l'engrenage du télésuivi, généralement il y a le reste qui suit,
Là, ce que vous voyez, en fait, c'est actuellement le flux d'informations qu'on a à l'ICO. Les flèches vertes, c'est ce qui est déjà mis en place. Et les flèches oranges, c'est ce qu'on veut déployer début 2023. En fait, maintenant que notre télésuivi au niveau du patient il fonctionne plutôt bien, on s'est dit qu'on voulait faciliter la vie également des professionnels de ville. Aujourd'hui, en fait, un pharmacien d'officine, s'il veut nous faire remonter un compte-rendu, qu'est-ce qui se passe? Il rédige un compte-rendu papier, il le scanne, il doit l'importer dans l'hospivile. Ensuite, nous, on doit le récupérer de l'hospivile, l'analyser, le rentrer dans notre DPI. Donc, en fait, on voit que les outils ne sont pas forcément adaptés à ce type d'échange assez rapide avec les professionnels de vie. Et l'idée, c'est de proposer en fait aux pharmaciens également de pouvoir se servir de cette application pour pouvoir remplir son compte-rendu en direct quand il a le patient avec lui, quand il a le patient en face de lui, soit sur son écran d'ordinateur s'il n'a qu'un guichet, soit sur tablette ou autre chose s'il a une pièce séparée pour pouvoir faire ce genre de consultation. Pour conclure, l'idée c'est que le projet en plus, c'est un énorme projet qui concerne 44 sites au niveau national. Il y a autant des CHU, des CH, des CLCC. C'est un projet qui a avoisiné les 19 millions d'euros, qui nous a énormément aidé à nous structurer, parce qu'on avait déjà des infirmières de coordination, mais on n'avait pas des parcours aussi structurés qu'actuellement. Et on compte bien se servir en fait de toute l'expérience que cela nous a apporté pour pouvoir l'utiliser sur d'autres types de parcours. Maintenant, on est en train de réfléchir à mettre la même chose en place pour la douleur postale, pour des parcours obésité, pour tout ce qui est aussi post-interventionnel en ambulatoire. Voilà, je vous remercie. Et on va passer à la dernière intervention pour ces sessions. On a parlé donc des applications spécifiques en cancérologie pour les professionnels, pour les patients. Est-ce qu'il y a finalement des applications plus généralistes qui existent comme les réseaux sociaux et qui peuvent aider à la coordination et la prise en charge des patients? Donc moi, je suis infirmière puéricultrice, coordinatrice de l'équipe AGA au CHU de Nantes. Donc, ce sont les ados, jeunes et adultes. Je vais vous demander d'avoir 15 ans pendant 10 minutes, si possible. Voilà, alors on va commencer par la définition. Un AGA, c'est donc un jeune entre 15 et 25 ans. Il est H24 sur son portable, il communique avec ses pairs. Ils sont juste à côté, mais il envoie un SMS. Nous, on est des soignants et on a un mode de communication autre. On a un téléphone, on parle dedans. Moi, quand j'ai pris mon poste il y a 5 ans, il m'a fallu 6 mois au CHU de Nantes pour avoir un smartphone. J'ai pas eu Brad Pitt. Voilà, les réseaux sociaux dans notre société, eh bien, il y a plein d'applications, il y a plein de réseaux sociaux. On évolue tous avec le temps. Il y a la génération d'avant, alors les chiffres ils sont d'avant le Covid, parce que pendant le Covid, on a tous mis nos papis-mamies sur WhatsApp, Skype et autres. Donc voilà, mais en 2019 c'était à peu près ça, donc il y avait une génération qui allait sur les réseaux sociaux, et puis voilà, moi je fais partie de la génération X, donc je suis au milieu, j'ai 52 ans, donc voilà. Et puis il y a les autres, il y a ceux qui arrivent après, donc nos jeunes maintenant, et puis maintenant j'ai entendu même que des enfants de 2 ans, la semaine dernière, on entendait que les enfants de 2 ans avaient déjà des smartphones et étaient dessus. Donc voilà. Donc les réseaux sociaux, ils sont incontournables, ils permettent des interactions sociales, on le sait. On appartient à une communauté, on va sur Facebook, on va sur Insta, voilà, on a le concert, on n'a pas le concert, on va sur WhatsApp. Voilà, ça efface les distances parce que dans le monde entier, il y a des gens qui ont le cancer, dans le monde entier, il y a des applications. C'est très ludique, on apprend quand même des choses. Il y a des infos culturelles qui passent sur les réseaux sociaux, il y a des informations, elles sont vraies, elles sont fausses. En tous les cas, il y a des informations qui passent, c'est rapide, c'est gratuit, parce qu'une fois qu'on a un forfait, on peut mettre autant d'applications qu'on veut, hein, ça passe comme ça. C'est anonyme, alors bon, on sait ce que c'est que l'anonymat sur les réseaux sociaux. Hein. Je peux être Nat44 ou sur le même profil, en fait, je peux m'appeler Georges49, enfin c'est la même chose. À la fois, on peut rechercher un emploi, et puis on peut faire des rencontres amoureuses, voilà, ça sert à tout, les réseaux sociaux. Alors, comment on communique avec les AJA et avec les réseaux sociaux? Je pense qu'on peut communiquer avec les réseaux sociaux si, à la base, il y a quand même eu une rencontre et des véritables échanges, et ça ne remplacera jamais ça. Et c'est important que, quand on leur propose de communiquer avec les réseaux sociaux, et bien tout simplement, ils voient que derrière le profil et derrière ce que je vais vous montrer après, il y a moi. C'est-à-dire que déjà, ils vont être très
délicats avec moi parce qu'ils voient que je suis un petit peu plus âgée qu'eux et que de toute manière, je n'utiliserai pas les réseaux sociaux de la même façon. Donc on communique par mail, c'est rarissime parce que les mails, ils nous servent à envoyer des documents, voilà, une prescription, un bon de transport, un rendez-vous oublié, mais ils ne communiquent pas par mail, il faut être honnête. Les SMS, les MMS, eh bien, il y en a plein qui n'ont pas des forfaits qui permettent les MMS, mais il y a des trucs bien plus simples, puisqu'il y a WhatsApp, et WhatsApp c'est gratuit. Voilà, on va en reparler après. Facebook, il y a des groupes privés qui nous permettent de communiquer. Instagram, et puis les visios, on a mis ça en place parce que il y a eu le Covid. Moi, on m'aurait dit il y a 5-6 ans, tu feras de l'éducation thérapeutique en visio, j'aurais dit et finalement on y a été forcé, ça marche très très bien. Donc voilà. Pourquoi les réseaux sociaux avec les jeunes? Tout simplement parce que, comme la première diapo vous l'a montré, en fait ils communiquent que comme ça. Ça permet de créer du lien entre les jeunes, entre les AJA, ça nous permet de partager les informations qu'on veut partager avec eux, qu'elles soient sur des propositions de rendez-vous, qu'elles soient médicales, qu'elles soient... voilà, alors quand je dis médical, ce n'est pas leur dossier médical dont on parle, c'est... vaut mieux mettre un masque pour ne pas attraper le Covid, c'est des informations très générales, le tabac, ça donne le cancer du poumon, et autres, ça on le sait tous, mais eux ils ont besoin de temps en temps, enfin nous aussi, qu'on nous le rappelle. Ça permet aux jeunes de se positionner, de les rendre acteurs, ils aiment pas, ils like. Voilà. C'est une modalité de contact des jeunes vers l'équipe et de l'équipe vers le jeune. Donc voilà, mais pour ça il faut utiliser le bon réseau pour chaque jeune, donc il faut évidemment les connaître. Donc il y en a qui vont être SMS, il y en a qui vont communiquer par Messenger, je vous dis rarement par mail. On en a un sur notre suivi et on suit beaucoup de jeunes. Un petit peu par Facebook, on va en reparler, un petit peu beaucoup sur Instagram et WhatsApp. Je vous ai mis COP parce que notre conseillère d'orientation utilise beaucoup WhatsApp, moi beaucoup moins avec les jeunes. Le TP en visio, donc on en a parlé, nous on s'est mis à Zoom parce que tout simplement il y a eu le Covid, on n'avait rien d'autre, tout le monde s'est jeté sur les plateformes de visio, voilà, et puis on n'avait pas de choses sécurisées, c'était comme ça, c'était le Covid. On a pris Zoom parce que Zoom c'est ludique, c'est facile et c'était facile pour nous. Et puis on a eu un compte Zoom là aussi après quelques difficultés institutionnelles, mais on a eu un compte Zoom qu'on utilise toujours. Et puis l'ARS a mis une plateforme sécurisée, RGPD, qui s'appelle Félix Santé, que voilà, on nous prie d'utiliser pour faire les séances d'éducation thérapeutique. Alors on a commencé à l'utiliser, très honnêtement, et je veux bien s'il y a des retours autres, je suis preneuse. Pour nous c'est un petit peu complexe parce qu'elle est pas très conviviale. Mais voilà, elle bug souvent et voilà, donc on est entre les deux. Mais on va y arriver. Et c'est sûr que c'est mieux. Je suis d'accord, voilà, les réseaux sociaux, il y a un côté obscur, je vais y venir après. Donc voilà, nos jeunes ils bougent, il n'y a pas que les jeunes, mais voilà. Nous, ça nous permet de faire du lien avec des jeunes qui sont en Erasmus en Varsovie, qui sont, quand on fait des visios, il y en a un sur la plage, et c'est vrai, voilà, à la même visio, tu en avais un à Varsovie, un sur la plage, un au Stérile à Nantes, un au Stérile à Poitiers, un autre chez mamie, et l'autre dans sa chambre. Donc voilà, à Nantes quand même. Donc voilà, ça c'est la réalité concrète. Facebook, désolé, mais c'est fini, voilà, il faut arrêter Facebook. Du coup, on a 78 personnes inscrites sur notre compte Facebook, on a 7 vues, sur les mêmes messages, non mais il faut être honnête, donc on a sur les mêmes messages qui sont de toute manière relayés, puisque j'ai lié les deux comptes d'Insta sur Facebook. Messenger marche, puisque c'est le réseau un peu privé pour communiquer, le SMS de Facebook, Messenger. Voilà, donc ça marche, mais Facebook, bon, voilà. Donc par contre, à Angers, ça marche un petit peu mieux. Alors c'est peut-être moi qui suis nulle avec Facebook, d'accord. Donc voilà. WhatsApp, Snapchat. Donc WhatsApp nous permet de communiquer pour les jeunes, entre jeunes. C'est-à-dire que quand ils sont même dans le même service, il y en a qui peuvent ne pas sortir, qui sont en isolement, on connaît tous, ou qui sont au stérile, ou qui, voilà. Entre eux, ils n'ont pas forcément aussi envie de sortir de leur lit, donc ils ont 15 ans, vous avez tous 15 ans, donc voilà.
on leur dit, bah, à côté, dans la chambre, il y a 3 chambres, il y a d'autres jeunes, si tu veux, tu peux communiquer avec eux, évidemment, on leur demande. Alors, ça a du sens, ça fait un groupe soutenant. Par contre, il n'y a ni filtre, ni supervision de notre part, puisque ce sont des groupes entre jeunes. La conversation, elle est visible par tout le groupe, hein, puisque voilà, c'est le principe du groupe. Bon, c'est pas plus qu'une salle d'attente, voilà, tout le monde entend ce qui se passe. Le problème, c'est en cas de décès. On a eu le cas très concret d'un groupe de 3. Sur le groupe de 3, il n'en reste plus qu'une. C'est vrai que c'est très très compliqué pour elle de vivre ça. Voilà, on est toujours dans cet accompagnement-là. Il n'y a pas que ça comme souci, mais en tous les cas, ça n'a pas aidé. Ce qui devait être soutenant, finalement, voilà, c'est pas si simple que ça, il faut quand même le dire. Donc notre conseillère d'orientation, elle utilise beaucoup WhatsApp, voilà, pour interagir avec les jeunes. Nous, du coup, Facebook, c'est plus le mood. Donc, du coup, on a créé Instagram, après 1 an à tergiverser, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, machin. Voilà, pendant l'été, j'ai pris des cours et du coup, en septembre, j'ai créé le compte Aja Nantes. Il faut s'entourer de personnes référentes, c'est-à-dire, enfin, moi, mes enfants. Et puis, le docteur Morgane Clérec, qui est hyper connectée, qui est à la fois critique et bienveillante avec moi. Et du coup, voilà, on a fait notre compte Aja Nantes, c'est un compte privé. Alors, qui n'est pas hyper privé, je suis d'accord, ça reste les réseaux sociaux, il n'y a rien d'archi-médical mis dessus. On en reste bien là, toujours. Voilà, en une soirée, voilà, je l'ai créé à 17-18 h, le soir à 20 h, j'avais déjà 20 personnes connectées. Voilà, ça marche très très bien, il faut être honnête. Il faut quand même rester fidèle à qui on est, à notre équipe, à ses difficultés. Je suis vieille, je ne suis pas une Aja, et à ses objectifs. Mon but n'est pas de poster une vidéo de chat, voilà. Mon but est de leur dire, en ce moment, il fait froid, tu sors avec un bonnet, un masque et un préservatif. Donc, voilà. Non mais c'est vrai. Ils vont être gratuits à partir de janvier et c'est fantastique. Voilà, au niveau national, moi je fais partie de GoAja. GoAja, c'est notre réseau national, donc, et du coup il y a d'autres équipes qui utilisent Instagram et les réseaux sociaux. Là je vous ai mis Rennes qui avait commencé, Curie, les GR, bien sûr ce sont nos dieux, ou presque, et Nice et Nantes, du coup, voilà, on a créé Instagram en même temps, donc voilà, merci Alice. Pas. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'Instagram, qu'est-ce que c'est qu'Aja Nantes, c'est ça, donc nous on est l'équipe plus sur votre gauche pour vous, je suis très bien orientée, donc voilà. Donc moi je suis au milieu, Morgane Clérec en pleine beauté qui plonge, et Nicolas Blin qui est notre référent hématologue adulte, et puis mes 2 Sophie, donc la conseillère d'orientation tout à gauche pour vous, et puis l'attachée de recherche clinique qui est avec moi, qui fait l'éducation thérapeutique, qui est formée, et voilà, on fait tout ça ensemble, on est une équipe, on travaille aussi donc avec Angers, vous avez un post sur notre petit tour à Paris à Saint-Louis, voilà, bref, le groupe Aja, c'est ça. Très concrètement, à quoi ça sert? Ça sert à prévenir des prochaines dates, de TP, des propositions qu'on fait, voilà. Et puis, on fait des rappels, évidemment, parce que même que ce soit vieux ou jeune, il faut vous rappeler ce qu'il en est. Ça permet aux jeunes, on l'a dit, de se positionner. Tu veux venir, tu veux pas venir. Il y a Morgane Clérec, mais il y a Estelle Thébault aussi. Voilà. Du coup, on se positionne, voilà. Et puis, c'est pas moi qui invoque les informations. Là, le soir, dans mon lit, je check, je regarde à quoi je suis abonnée sur mon truc perso. Je prends les informations qui me plaisent, je recoupe, je fais un truc sympa et je les remets sur le compte, voilà, Instagram. Il y a un côté obscur, c'est-à-dire qu'effectivement, on va les chercher chez eux. Donc, ils ne se mobilisent pas non plus. On leur dit, tu peux être dans ton lit et manger tes gâteaux, voilà, c'est de l'apéro Skype, voilà, bon, bah, ok. Alors, c'est pas Skype et c'est pas l'apéro, puisque c'est pas le soir, mais bon, ça entraîne quand même une certaine passivité. Bah oui, il y a de la confidentialité à respecter, c'est hyper chronophage et c'est un véritable métier, ça s'appelle Community Manager. Je vous rappelle que moi, je suis infirmière coordinatrice puricultrice, donc voilà.
je fais ça dans mon lit. Le groupe et le décès. C'est une réalité à laquelle on est tous confrontés. Facebook, Instagram, tout ça, il y a plein de sociologues qui disent que c'est comme une pierre tombale. Et effectivement, on peut continuer à poster, on peut aller se recueillir sur une plaque de granit, mais on peut aussi continuer à écrire sur le compte de quelqu'un, et ça permet parfois de communiquer comme ça. Et puis, qui est derrière le compte? Alors là, moi, je vérifie qui est derrière, la personne que j'inscris dans le compte. Donc derrière Estelle Thébault, il y a vraiment Estelle Thébault. Mais parfois il peut y avoir des personnes malveillantes, on est d'accord. Donc en conclusion, les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer. C'est incontournable pour travailler avec les jeunes ou même les moins jeunes de nos jours. Jusqu'où on ira? Moi, je ne ferai pas la danse de la chimio sur TikTok, ça c'est certain. Donc merci de votre attention. Un grand merci pour ces interventions très concrètes, et on a le temps de prendre quelques petites questions avant la pause si vous avez des questions. Alors moi j'avais une question pour Oncolique en fait. C'est hyper intéressant en fait comme application. On a des infirmières coordinatrices et je pense que ça pourrait beaucoup les aider. Première question, est-ce qu'il y a d'autres applications de ce type qui existent au niveau national? Et deuxième question, est-ce que votre application a vocation à terme à être étendue ou proposée à d'autres centres qui ne sont pas un ICO ou un CHU, mais qui auraient peut-être besoin de cette application aussi? Alors c'est la première question sur est-ce qu'il existe d'autres applications, bien sûr. Pour moi, une des problématiques de ce projet, c'est que finalement on a eu une grande liberté au niveau des outils qu'on pouvait utiliser. Donc en fait, chaque centre a un peu développé son outil de télésurveillance avec ses propres questionnaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pareil, on n'a pas de normes au niveau des questionnaires. Nous, le choix qui a été fait d'ailleurs au niveau des questionnaires, c'est d'impliquer un maximum les infirmières de coordination pour le monter. Donc ça a été un travail qui a été fait avec les oncologues et les infirmières coordinatrices. C'est elles qui ont construit leur questionnaire qu'elles voulaient mettre à disposition du patient. Mais on n'a pas du tout le même questionnaire qui existait à Corbeil, à Gennemarquis, à Brest, etc. Après, sur la mise à disposition de l'outil à d'autres sites, on ne retrouvera pas mon ICO à Brest, par exemple. Par contre, typiquement, nous, on travaille avec une société qui s'appelle Exolis pour notre application. Depuis le début du projet, ils ont énormément fait évoluer leur outil, parce qu'on est quand même plusieurs en France à l'utiliser et plusieurs avec le même type de demande. Donc on va quand même en tirer un bénéfice d'avoir une force de plusieurs établissements qui vont utiliser le même outil. Et je suis d'accord que ça aurait été mieux d'avoir dès maintenant un outil unique, et notamment pour demain peut-être pouvoir le connecter avec le DNB, etc. Moi j'avais aussi une question pour Oncolique. Du coup, je voulais savoir si vous profitiez de toutes ces données pour faire des études de pertinence, notamment au niveau du bénéfice pour le patient. Alors en fait, comme Oncolink est une expérimentation article 51 avec des données qu'on fait remonter au niveau national, effectivement, pour le moment, nous, on n'utilise pas ces données pour des études en interne. Maintenant, on fait nos propres statistiques, on vérifie effectivement l'adhésion des patients à l'ICO, on vérifie l'adhésion des pharmaciens, comment sont remontés les effets indésirables, le pourcentage de patients qui ont des effets indésirables importants ou ceux qui n'en ont pas via l'application. Mais nos propres études en interne, on ne peut pas, dans le sens où c'est déjà une expérimentation nationale pour laquelle on fait remonter les informations pour une analyse au niveau national. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En termes d'hospitalisation évitée, par exemple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets article 51, ce n'est pas des projets de recherche. Le fait de savoir qu'on va améliorer l'état de santé du patient en lui assurant un suivi et une coordination hospitalière entre les professionnels de la vie et les établissements, ça a déjà été prouvé. Il y a déjà des études de recherche qui ont montré qu'on améliorait significativement la durée de vie des patients à partir du moment où on leur mettait en place un suivi régulier. Donc ça, c'est pas le but d'Oncolique. En fait, Oncolique, c'est un projet qui vise à montrer que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on arrive, nous, établissements de santé, à se coordonner avec des professionnels de vie, qu'on arrive à mettre en place les échanges de documents
Et c'est vrai qu'on n'a pas passé beaucoup de temps là-dessus, mais ce qui est très important, c'est le mode de financement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est rémunéré dans ces types de parcours? La consultation oncologue est rémunérée, peut-être des fois la consultation d'annonce qui est faite par l'infirmière coordinatrice, tout le suivi n'est pas rémunéré. Et pour les professionnels de ville, je crois que les pharmaciens peuvent se faire rémunérer les consultations. Mais on reste sur des activités vraiment indépendantes les unes des autres. Alors que là, l'idée, et si l'expérimentation fonctionne, c'est une expérimentation qui dure 3 ans. Nous, ici, on est le deuxième site expérimentateur en France. On a inclus quasiment 350 patients là, en 1 an. L'objectif au niveau national, c'est d'en inclure 12 000 quand même sur 3 ans. Donc c'est énorme. Si on y arrive, il faut savoir que ce mode de rémunération rentrera dans le droit commun. Avec l'idée que, à la différence de rémunérer par acte médical, on rémunérera plutôt un parcours de soins. Et ce qui est expliqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la coordination est effectuée, il y a une rémunération pour l'ensemble des professionnels, à partir du moment où il y a un échange, l'ensemble des professionnels. Mais ce n'est pas un projet de recherche. J'espère qu'on aura quand même quelque chose qui nous sera rendu, soit par la sécurité sociale, soit par Unicancer, parce qu'effectivement, on fait remonter un certain nombre de données, mais on attend plutôt des données sur un nombre plus important de patients. Nous, même si c'est beaucoup, finalement, 300 patients, ça ne représente pas grand-chose. Sur Oncolique, c'est aussi un changement pratique pour les soignants. Est-ce qu'il est prévu de mesurer la qualité aussi pour les soignants, d'évaluer ce qu'apporte l'application pour les soignants? Tout à l'heure, Fabrice Denis a dit qu'une infirmière arrivait à suivre 300 patients à peu près, je crois. Je ne sais pas combien d'infirmières sont à temps plein à suivre 300 patients. Honnêtement, je ne sais pas non plus. Alors, on n'est pas du tout sur ce même ratio-là. Est-ce qu'on va pouvoir, avec mon lycéo, mesurer ce que ça apporte aux soignants aussi? Oui, bien sûr. Je n'ai pas trop parlé de chiffres en termes d'inclusion, d'adhésion à l'application, etc. Aujourd'hui, on a 50% des patients qui ont créé leur compte et ont répondu à au moins un questionnaire. En sachant que sur l'ensemble des patients qui ont été inclus, on a 30% des patients qui ont moins de 65 ans, 70% qui ont plus de 65. 65 est peut-être un peu arbitraire, mais donc ça montre bien qu'on a quand même des patients jeunes qui sont connectés et on a également des patients plus âgés qui sont connectés également. Ce qui se passe actuellement en termes de charge de travail pour les infirmières, on n'a pas réduit leur charge de travail. Ça, c'est très clair. Ce qui s'est passé, c'est que par contre, on l'a concentré au bon endroit. Les patients qui sont autonomes, qui ont une bonne observance de leur traitement, qui supportent globalement bien leur traitement, on les appelle moins souvent. Donc pour les patients, c'est moins lourd, et pour les infirmières, c'est du temps de gagner. C'est des patients qui, par l'application, ils peuvent nous transmettre directement leur bilan sanguin, ils peuvent nous envoyer des photos, et donc c'est des patients qui sont autonomes en fait dans leur prise de traitement, et ça leur va très bien de fonctionner comme ça. A contrario, par contre, du coup, les patients qui sont non connectés, c'est généralement les patients plus âgés, qui ont généralement des effets indésirables assez lourds, et l'idée c'est que les infirmières par contre puissent se concentrer vraiment sur ces patients-là, et là où un patient qui va bien, on va l'appeler une fois tous les mois et demi, un patient qui va pas bien, on va continuer de l'appeler de manière hebdomadaire. Par contre, en termes de ratio, je dirais qu'aujourd'hui on est plutôt sur une infirmière, elle suit entre 80 à 100 patients. Et la durée moyenne, peut-être une durée moyenne de suivi est de 5 minutes, mais c'est très variable. On a des patients, effectivement, on les appelle je vais bien, c'est terminé. Il y a des patients avec qui elle passe une demi-heure au téléphone.